Eh bien, bonjour les amis, nous voici nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face où aujourd'hui on va aborder un thème assez rigolo. C'est la seule mission, une des rares missions qui n'a pas été sur la Lune, hein, parce qu'on avait vu les missions Apollo 11, tout ça jusqu'à 17. Et là, on va voir la mission Apollo 13, très connue, parce que, évidemment, ayant fait l'objet par Hollywood d'un film fantastique avec Tom Hanks. Et on va voir cette mission Apollo. Mais avant de parler de la NASA, j'avais envie de faire un petit coucou à notre ami Antoine. Salut Antoine. Salut Sylvano, bonjour à tous. Comment vas-tu mon Antoine? Comment s'est passé le lancement du numéro 1? Alors je suis parti en vacances sans parce qu'il est arrivé après. Génération Cité d'Or, magnifique, relié. Alors évidemment, toi tu le vends en format e-book, tu le vends en format simple. Et là, moi j'ai choisi ce type, ce format livre. Il est franchement magnifique, hein. C'est 100 pages, c'est un vrai petit livre, c'est un petit bijou. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé alors. Alors la première version de Génération Cité d'Or, donc le numéro 1 qui est sorti avec le jour de l'été, le 21 juin, ça a bien commencé pour un premier numéro. Donc effectivement, on a fait deux versions et là on continue toujours à faire deux versions. La version papier qui est à 10 € et la version collector avec le goodies collector qui est un peu plus cher. Et il y en a très peu, hein. Donc tu as vraiment une version ultra rare. Dans 10 ans, tu verras, elle sera cotée des milliers et des milliers d'euros, j'en suis sûr. Non, en tout cas, voilà, ça a très bien commencé. Tous les auteurs qui ont participé à ce premier numéro étaient tous ravis du résultat. Le produit fini était vraiment très bien, voilà, très bien ficelé. Au niveau de l'imprimeur, on était très satisfait du résultat qu'il nous a donné. Et puis, bien, comme c'est un magazine trimestriel, eh bien, l'aventure continue. Donc là, on est en pleine campagne de précommande pour le numéro 2. C'est comme je te l'avais expliqué, on ne passe pas par le circuit des kiosquiers, des marchands de journaux, pour des raisons et économiques et écologiques, parce que imprimer 30 000 exemplaires pour ensuite en mettre plus de 25 000 à la poubelle, moi, ça m'énerve un petit peu. Donc voilà, on est passé par le système de précommande. Donc si vous voulez pouvoir avoir ces numéros de Génération Cité d'Or, il faut passer par la précommande Ulule. Et on a un petit stock sur le site générationcitédor.com où vous pouvez aussi, si vous avez manqué la période de la campagne de précommande, vous avez encore de la chance de pouvoir en commander, mais il n'y aura pas de réédition. Et donc, c'est un collectif d'auteurs. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas le magazine de Miasme TV, c'est le magazine d'auteurs qui sont des auteurs qui passent sur des web TV. Par exemple, il y a Jean-Pierre Ecma qui vient de chez toi. Il y a des auteurs qui viennent de Miasme TV, mais aussi d'autres web TV. Ce sont des conférenciers, et puis ce sont aussi des auteurs de livres qui n'ont jamais forcément voulu aller sur des web TV et qui préfèrent travailler sur le livre. Voilà. En tout cas, comme j'avais déjà expliqué dans une des émissions, ce ne sont que des articles de fond. Chaque article fait entre 6 pages pour les plus petits et on arrive à du 15-16 pages pour les plus gros articles. Et on va sur les thématiques, sur beaucoup de thématiques différentes. Alors, à un moment donné, on nous a dit « Oui, mais vous faites comme du Top Secret ». Non, on ne fait pas que comme du Top Secret. En fait, on va de Top Secret Magazine à Nexus, en passant par InExplorer, en passant par Utrea. Voilà. En fait, on ne s'interdit aucun sujet. Et donc, vous allez avoir effectivement de l'ufologie, de l'inexpliqué, mais aussi des thèmes de société, aussi… là, on a un thème qu'on ne voit pas abordé ailleurs dans ce numéro 2, qui est le survivalisme. Voilà, c'était un thème qui était intéressant à aborder. Voilà, on va sur tous les sujets.
Oh oui, mais ça, je confirme, hein, même dans le numéro un, il y a plein de thèmes qu'on n'a pas vus ailleurs, et puis même, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Je veux dire, plus, tu ne tires pas à 100 000 exemplaires, quoi, hein. Je pense que tu as tiré à Non. 750 000 exemplaires le premier. Il y a 100 pages qui sont très denses. Pour le prix, c'est extraordinairement pas cher. Et en plus, toi, tu rétribues tes auteurs. Alors, je rétribue effectivement une partie des auteurs. Bon, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais soit il y a des auteurs, c'est leur métier d'écrire et d'être écrivain, donc forcément, il y a une participation pour ces auteurs-là. D'ailleurs, la participation est variable, hein, elle varie en fonction du nombre de précommandes qu'on va avoir. Donc, plus il y aura de précommandes, plus l'enveloppe que je pourrai redistribuer aux auteurs sera importante. Donc, ça, c'est important de le lire. Ensuite, il y a des auteurs aussi on leur donne une contrepartie par rapport à la publicité, soit par rapport à leur activité ou à leur livre. Puis après, il y a des auteurs qui font ça parce qu'ils sont contents d'écrire un article dans le magazine. Mais voilà, à terme, on essaiera de rémunérer vraiment tout le monde. Et on est une petite entreprise, donc on y va, piano, mollo, on y va. En tout cas, je te félicite pour le numéro un. J'ai pas eu le temps de tout lire, parce que je m'attendais quand même pas à avoir 100 pages à lire, hein, écrit petit en plus. Mais j'ai lu quelques articles, j'ai adoré la terrifiante énigme des combustions humaines par Pascal Creuzot. J'adore. Et puis j'adore aussi une phrase de Charles Fort, l'énorme Charles Fort, et qui dit, il a écrit un livre, vous savez, qui a été son livre le plus connu, était le livre des damnés. Hein. Ensuite, il a écrit d'autres ouvrages. Il dit une procession de damnés. Par les damnés, j'entends bien les exclus. Nous tiendrons une procession de toutes les données que la science a jugé bon d'exclure. L'encyclopédie fait l'inventaire non exhaustif des sujets abordés par Charles Fort, la téléportation, les phénomènes fantomatiques, la foudre en boule, les phénomènes de combustion humaine spontanée, les Hooparts. Alors les Hooparts, c'est un terme anglais hein, qui veut dire out of place artifact, c'est-à-dire que les artefacts qu'on l'on trouve à des endroits archéologiques où ils ne devraient pas être, et donc on cache ça, on remet la poussière pour pas en parler, et il y en a beaucoup. Les disparitions inexpliquées, la théorie des anciens astronautes, les pluies de sang, les pluies d'animaux. Franchement, je me suis régalé. J'ai aussi lu l'article de l'excellente Elisabeth de Caligny sur l'étrange forêt de Cannock Chase. Elle arrive toujours à me stupéfier, à m'apprendre des choses. C'est une dame remarquable que je tiens à faire un petit coucou ici. Et donc, je lirai avec grand plaisir tous les autres articles. Bravo Antoine. Je pense que la qualité de ce premier numéro laisse présager les autres numéros qui seront encore mieux faits. Si c'est possible de mieux faire que ce numéro 1, je tenais à te féliciter. Donc, achetez-le. Bien. En version e-book, c'est 5 euros, 5 euros 100 pages. Franchement, c'est rien, quoi. En tout cas, merci. C'est vrai que ça me fait plaisir. Et puis, il y a un vrai travail de fond derrière. Et puis, c'est important, même si les gens ont de plus en plus délaissé la lecture hein, pour aller plus sur les vidéos, au moins, ce qui est sur le papier, c'est écrit dans le marbre. Donc, les sujets ont vraiment été réfléchis. Puis, tu sais, on est dans une période de fake news. Donc, voilà, on essaye vraiment au maximum de sourcer tout ce qui est possible, d'éviter les fakes. Peut-être qu'on tombera dans des pièges, un de ces quatre, mais en tout cas, le travail, il est fait de façon à ce que le lecteur puisse se poser, lire, réfléchir, prendre le temps, tu vois, reposer le livre, digérer ce qu'il a lu et puis continuer à faire sa propre expérience. Et puis, il y a tous ces petits, aussi ces petits QR codes hein, sur lesquels je renvoie les lecteurs sur des sites, des vidéos, d'autres PDF, livres de droit, etc., qui permet de prolonger la lecture. Et ça aussi, c'est important. Et donc, ça donne des heures et des heures de lecture. Ah oui, c'est génial ça. Dans le site d'Elisabeth, là, tu montres des photos justement d'un ovni sur la forêt de Cannock-Chase. Et puis, donc, j'étais en train de regarder les photos. Je me disais, ah purée, j'aimerais bien voir ça en vidéo sans voir que juste en dessous, tu avais mis le QR code qui va sur une chaîne qu'en plus je ne connaissais pas. Donc, ça fait connaître d'autres chaînes et on a pu le voir en live. C'est vraiment génial. C'est une idée
extraordinaire. Hein, moi, c'est la première fois que je vois ça, donc bravo Antoine. Euh, bon, moi, de toute façon, ma passion pour les livres n'est plus à démontrer. Moi, ce que je lis dans de vieux livres, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu sur YouTube ou sur des vidéos. Hein, ça, je peux te le dire. Surtout les vieux livres. Et des fois, quand je parle avec Maria de la librairie Odyssée, des tonnes et des tonnes de livres anciens qu'on a à lire. Et c'est pas pour rien que la bibliothèque secrète où personne ne peut rentrer, même les chercheurs du Vatican, est jalousement gardée. C'est dans l'écriture et dans les vieux livres qu'on s'instruit le plus. Enfin, ça, c'est mon opinion à moi. Et là, ce que tu as fait, tu l'as bien fait. Donc, on va te soutenir pour que le numéro 2 passe, parce qu'évidemment, il faut toujours, tu mets un minimum pour aller à l'imprimeur. C'est ça. Donc là, le numéro 2, eh bien, c'est très rapide. Hein. La date de limite, c'est le dimanche 18 août à minuit. Donc on est à peu près à 50%. Sur 400, j'ai baissé un petit peu le seuil pour être sûr que tout le monde puisse s'inscrire et puis que la version papier sorte. Dans tous les cas, la version PDF sortira, mais c'est quand même différent. La version papier, ça reste quand même vraiment agréable. Donc voilà, on compte sur vous. Et puis, j'en profite quand même d'être sur ta chaîne pour passer un petit message, parce que je sais que tu es vraiment énormément regardé, énormément soutenu, et je sais aussi que tu as beaucoup de personnes qui te suivent, qui aimeraient voir un article de Silvano Trotta, un de ces quatre, dans Génération Cité d'Or. Donc, voilà, sachez que je le tanne pour que ça puisse arriver, surtout par exemple sur un sujet comme il va aborder là dans quelques minutes sur la conquête spatiale. Voilà, il a fait tellement d'émissions, tellement bien, qu'à un moment donné, il faudrait synthétiser tout ça dans un très bel article. Voilà. Donc si vous avez envie de voir Silvano Trotta dans Génération Cité d'Or, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo YouTube, comme ça va le motiver, et puis peut-être qu'on le verra dans le numéro 3 ou le numéro 4. Voilà, motivez-moi, j'en ai besoin. Motivation. Hein. Eh ben, merci Antoine, on va tout faire et je te souhaite bon vent pour ce deuxième numéro, je ne me fais pas trop de soucis et encore bravo. Eh bien, merci à tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao. Petit saut dans le temps, petit changement de décor, dimanche matin au café pour reparler de ces fameuses missions Apollo, pour venir à bout de cet énorme mensonge de l'histoire qui a de multiples implications. La première est d'éveiller les gens à se dire s'ils ont été capables de nous mentir tout ce temps sur ça, sur quels autres sujets nous ont-ils menti, nous mentent-ils encore en ce moment. La deuxième est bien plus importante encore, dévoiler au monde pourquoi nous ne sommes toujours pas allés sur la Lune depuis. La troisième est de faire taire les débunkers qui n'auront plus aucune crédibilité en rien. Car ces derniers, malgré leurs efforts, ne peuvent en aucun cas répondre à ces trois questions essentielles. La première est pourquoi l'homme n'est pas retourné sur la Lune. Quand je vois qu'un simple lancement de sonde chinoise fait la une de tous les médias du monde entier, au fait, vous avez des nouvelles, vous, de la sonde chinoise qui a atterri sur la face cachée de la Lune? Imaginez la fierté du Parti communiste chinois à la face du monde d'envoyer des astronautes de son pays sur la Lune. C'est valable aussi pour d'autres pays. Alors au début, on répondait que la Lune était un astre mort, totalement inintéressant. Circuler, il n'y a rien à voir. On peut déjà noter d'énormes mensonges. Car par la suite, on a vu que c'était faux. Et que dire d'aujourd'hui, où les projets sont énormes, venant de toutes parts, de multinationales comme de pays. Quand on écoute Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, dire qu'aller sur la Lune serait aussi simple que pour moi d'aller acheter des petits pains au coin de la rue, je vous mets 5 minutes d'interview passée sur BFM Business. C'est assez hallucinant à écouter. Mais cette fois-ci, on prend des notes, on ne va pas s'endormir. Il y a de multiples projets annoncés, sans cesse reportés ou annulés. Et là, il y en a à nouveau beaucoup. Tous annoncés pour avant 2025. D'ailleurs, c'est pas en 2019 qu'Elon Musk voulait faire envoyer des milliardaires faire du tourisme spatial autour de la Lune. Je crois que c'était 2019. Bien, je le revérifierai. Mais regardez Jeff Bezos, qui pose ici en photo devant son atterrisseur lunaire Blue Moon. Et lui s'est fixé d'y aller avant 2024. Bientôt donc.
La deuxième question à laquelle les débunkers sont bien incapables de répondre, vu qu'ils me certifient que les lanceurs Saturn V étaient exceptionnels, c'est pourquoi ils ont été abandonnés au profit de lanceurs russes payés à prix d'or juste à la fin des missions Apollo. Quelque chose qui cloche. On vante les mérites des Saturn V, ils abandonnent les Saturn V et achètent à millions de dollars des lanceurs russes. Un mystère incroyable. La troisième question concerne le revirement avec les soviétiques. Alors que nous sommes en pleine guerre froide, il faut vraiment se souvenir de ce que représentait cette guerre froide au début des missions Apollo. Le communiste soviétique était l'ennemi suprême des Américains, tout comme l'impérialiste américain l'était pour les Russes. Mais subitement, les deux se sont fait des bisous. Le programme Apollo n'y serait-il pas pour quelque chose? Allons un peu étudier cela de près. Et là, on va devoir répondre à une objection qui me revient souvent. Mais si les Américains n'avaient pas été sur la Lune, les Russes l'auraient dit. Ah oui, vous pensez que c'est aussi simple que ça. Personnellement, je suis convaincu que Gagarine n'a jamais mis les pieds dans l'espace. N'a jamais été dans l'espace. Les Américains le savaient. Il suffit de lire la presse américaine de l'époque pour la voir se déchaîner contre cet épisode frauduleux. C'est du reste plus facile à démontrer que pour les missions Apollo, pour ceux qui veulent bien s'y pencher. Mais cela a déjà été fait par bien meilleurs que moi. Vous pouvez trouver tout ça sur le net. Je ne vais pas faire de nouveau une émission sur la vérité cachée de Yuri Gagarin. Mais subitement, Kennedy décide d'entériner la chose et de féliciter les soviétiques. Et tout le monde se tait. Néanmoins, on reste dans la guerre froide. Mais en 1972, adieu course à l'espace, une coopération étonnante s'était mise en place qui voit le jour en 1972. Les grands ennemis d'hier coopèrent. Une petite vidéo pour vous rafraîchir la mémoire, issue toujours de l'excellent documentaire American Moon de notre ami Massimo Mazzucco, qui a passé un mois de juillet hallucinant, vu que son documentaire American Moon fait beaucoup de bruit en Italie, et il est même passé, il a eu une interview dans un magazine à grande diffusion, Vanity Fair. Bravo Massimo. Il existe une deuxième raison, encore plus importante que la première, pour laquelle les soviétiques n'avaient pas forcément envie de dénoncer le canular américain. Alors que les missions Apollo étaient toujours en cours, des négociations avaient commencé entre soviétiques et américains pour un programme spatial commun. L'époque de Kennedy et de Khrouchtchev était révolue, et la présidence Nixon avait fait des pas importants vers un dégel des relations avec l'Union soviétique. We have opened a new relation with the Soviet Union. We must continue to develop and expand that new relationship so that the two strongest nations of the world will live together in cooperation rather than confrontation. Le 24 mai 1972, avec les missions Apollo toujours en cours, Nixon signait à Moscou le fameux accord de coopération spatiale avec les soviétiques. Et moins d'un an après la dernière mission Apollo, les astronautes américains se rendaient en Russie pour rencontrer leurs homologues soviétiques. Ils participent à des conférences de presse conjointes, visitent leur centre spatial, se familiarisent avec la capsule Soyouz et rendent hommage devant la tombe des grandes figures de la conquête spatiale soviétique, Sergueï Korolev et Yuri Gagarin. Quelques mois plus tard, c'était au tour des soviétiques de visiter les États-Unis d'Amérique et de connaître de près leurs traditions. Ils visitèrent le centre spatial de Houston, se familiarisant avec la capsule américaine Apollo et travaillant ensemble pour mettre au point le système d'arrimage de leur vaisseau. Tout cela devait culminer, 3 ans seulement après la dernière mission Apollo, par la rencontre historique dans l'espace entre une capsule américaine Apollo et le Soyouz soviétique. Voici les paroles du cosmonaute russe Leonov au moment de partir pour aller s'arrimer à la capsule américaine. Chairman of the State Commission, the crew of the Soyuz spaceship is ready for the joint flight with the American spaceship Apollo. We have the great honor of participating in the first international flight of manned spaceships. The fulfillment of this experiment will yield still broader possibilities in our space research. Du
Du côté américain, le ton des commentaires est très comparable. The mission climaxed more than 3 years of planning and preparation. A time during which differences in language, in technology, in political creed were set aside in favor of the common goal. Et effectivement, la mission conjointe entre Russes et Américains allait ouvrir la voie à ce qui allait devenir la Station spatiale internationale, où encore aujourd'hui des astronautes américains, russes, italiens, japonais ou d'autres nations collaborent à un programme spatial commun. Par conséquent, si les soviétiques avaient dénoncé le mensonge lunaire, non seulement personne ne les aurait pris au sérieux, mais en plus, rien de tout ce qui s'est produit par la suite en termes de collaboration avec les Américains n'aurait pu avoir lieu. Face à un éventuel bluff des Américains, il ne restait donc aux Russes que la solution de se taire, de faire semblant de rien et de regarder le futur avec sourire. As old philosopher says, the best part of a good dinner is not what you eat, but with whom you eat. Alors que s'est-il passé pour en arriver là? Sachez que bientôt, en 2021, un document secret va être déclassifié concernant une mystérieuse affaire liée à la mission Apollo 13. De quoi s'agit-il? Je rappelle qu'hélas, cette saga des missions Apollo a commencé le 27 janvier 1967 par la mort de 3 astronautes qui meurent asphyxiés et brûlés dans l'incendie de leur capsule lors d'un simple exercice de simulation de compte à rebours. On ne va pas refaire mon émission La vérité cachée des missions Apollo, mais comme il était précisé dans le rapport de Thomas Barron, l'ensemble du programme aurait dû être vu de A à Z. Mais moins de 30 mois plus tard, après la sortie de ce rapport, et la mort mystérieuse de son auteur, les Américains ont réussi le fantastique exploit de poser et de faire revenir des hommes sur la Lune. C'était Apollo 11. Apollo 12 se déroula quelques mois à peine après, du 14 novembre 69 au 24, et Apollo 13 débuta le 11 avril 1970. Et on va s'y intéresser, car elle est aussi célèbre qu'Apollo 11. Elle a même eu droit à un film à gros budget avec Tom Hanks. L'équipage original est lui composé des astronautes Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise. Pour bien comprendre, on va expliquer précisément de quoi est composé, une fois que le lanceur Saturne V l'a mis en orbite, le vaisseau Apollo. Il est composé, comme vous le voyez sur la photo, d'un étage de descente et de remontée qui compose le LEM, le véhicule lunaire, que l'on a vu dans les émissions précédentes être posé sur la Lune. Au centre, un module de commande, et à droite, le module de service. Ce dernier, le plus imposant, contient les réservoirs d'hélium, les réservoirs de carburant, le moteur principal, les piles à combustible servant à fournir l'énergie, les réservoirs d'eau, 2 réservoirs d'hydrogène et 2 d'oxygène. Le module de commande est la partie dans laquelle les 3 astronautes séjournent durant la mission. C'est le seul des 4 modules qui revient sur la Terre. Mais comme vous le savez, Apollo 13 n'atteindra jamais la Lune. L'explosion d'un réservoir d'oxygène mettant out le module de service. Pour survivre, l'équipage se réfugie dans le LEM, ou module lunaire. Le LEM, ne pouvant faire demi-tour, doit néanmoins contourner la Lune pour revenir sur Terre. Étant indépendant en production d'oxygène, les astronautes y trouvent une cellule de survie. Je ne vais pas m'intéresser ici à comment 3 astronautes ont pu vivre, manger, respirer, faire leurs besoins naturels dans un espace aussi petit que le LEM. Car il faut bien savoir que c'est en gros une boîte de conserve géante composée d'une partie avant de 2,34 m de diamètre et 1,07 m de profondeur. C'est le haut, vous voyez, de la photo que je vous montre. Les positions en haut de la photo. Les 2 astronautes sont debout et non assises. En fait, le LEM est prévu pour 2 puisqu'il n'y a que 2 astronautes qui descendent sur la Lune. L'arrière de la cabine est encore plus petit. 1,37 m x 1,42 m x 1,52 m de haut. Vous devriez vous amuser avec une grosse boîte à carton à construire cela pour voir ce que cela représente. Le schéma est idéaliste.
car vous voyez un astronaute allongé tout son long, hein, avec de l'espace qui lui reste au bout du pied et en haut de la tête. Bah oui, mais si vous prenez une personne de taille moyenne 1m75, vous ne le casez pas ainsi. Bref, admettons pour cette émission que nos 3 gaillards tiennent là-dedans pendant 6 jours. Ce qui me semble à moi impossible, mais ce n'est pas le sujet de l'émission, car il y a aussi la cargaison importante qui devait rester sur la Lune. En effet, le LEM transporte un générateur thermoélectrique à radioisotope au plutonium 238, destiné à rester sur la Lune. Et qui, hélas, ne peut s'écraser sur Terre n'importe où, ce qui est surprenant, car la charge du plutonium est contenue dans un blindage qui est censé résister à la rentrée atmosphérique. Mais les Américains, alors que peu d'années auparavant faisaient exploser des bombes nucléaires à ciel ouvert, leur demandent, dans un souci d'écologie, très connu des Américains, que les restes du module lunaire s'écrasent le plus loin possible de toute terre habitée. On fait plonger le module de commande dans la fosse des Tonga, profonde de 10 km. Sympa pour la fosse, vu la pression que représente 10 km d'eau, je sais pas si l'idée était très bonne. Ça, c'est la version officielle racontée par la NASA, relayée partout comme sur Wikipédia. Sauf que problème, si ce générateur était destiné à rester sur la Lune, il est évident qu'il se trouvait dans le LEM. Or, quoi qu'il arrive, le LEM est éjecté avant la rentrée dans l'atmosphère. On va m'objecter que la séparation aurait pu mal se passer, sauf que les minutes des astronautes étaient comptées, ils sont dans le froid, plus d'ordinateur, plus d'eau. Ce qui vaut des infections urinaires. Fred Haise a de la fièvre, la teneur en CO2 est à un niveau dangereux, et on leur demande d'effectuer encore une lourde et dangereuse correction afin d'aller amérir dans la fosse des Tonga, loin de toute habitation, et surtout loin de tout témoin. Mais tout se termine bien. L'équipage et le module de commande sont récupérés par un navire d'assaut amphibie, l'USS Iwo Jima. Allons observer cela de près. Photo référencée catalogue NASA AP13-S70-356-31. Jim Lovell, au centre, fait des gestes dans le radeau de récupération pendant qu'un plongeur de la marine positionne la cage d'ascenseur. Fred Haise est sur le côté gauche du radeau, avec Jack Swigert en partie caché derrière lui. Tout beau, tout frais, tout rasé. Photo datée du 17 avril, soit 6 jours après avoir été entassés comme des sardines, la peur au ventre, avec pas de toilette, peu d'eau, peu d'air. Votre bon sens vous dit pas qu'ils ont une bonne tête tout de même. Notez le blanc immaculé de leur combinaison, qui donne l'impression d'être neuve. Une autre photo référencée catalogue NASA AP13 KSC-70PC-256. Jack Swigert est élevé à l'hélicoptère de récupération après l'accident. Il est nickel, rasé de près. Photo AP13 KSC 70 PC 0130. Fred Haise à gauche, Jim Lovell et Jack Swigert émergent de l'hélicoptère de récupération à bord du porte-avions Iwo Jima. Photo AP13-70-H-652 des hélicoptères de la marine descendent au filet pour récupérer les nageurs de sauvetage de l'équipe de démolition sous-marine de la marine américaine. Et maintenant je vais vous mettre encore une photo, la P13 S70-356-06-HR. Des gaillards en pleine forme. Perso, si ces 3 gaillards qui viennent de passer 6 jours, c'est long 6 jours et 6 nuits, sans presque dormir, avec de la fièvre, avec des infections urinaires, ont cette tête-là, franchement, chapeau bas les gars. L'Amérique peut fêter ses héros. Maintenant, nous allons faire comme en mathématiques. En sciences physiques, nous allons partir d'une hypothèse pour savoir si celle-ci tient la route. J'en profite ici
pour signaler à mes nouveaux abonnés que j'ai déjà fait 3 émissions sur les missions Apollo. La vérité cachée des missions Apollo tome 1 et tome 2, American Moon. J'ai fait une émission sur le lanceur Saturne V intitulée Mission Apollo, bientôt échec et mat. Et enfin une émission sur la Lune qui s'appelle La vérité cachée de la Lune. Toutes ces émissions contiennent dans le descriptif les sources que je cite et que je ne remets pas à chaque nouvelle émission. Sinon, cela va vite faire ancien catalogue de la Redoute. Donc justement, dans mon émission sur le lanceur Saturne V, j'ai démontré que ces derniers n'avaient pas la puissance requise pour emmener tout le poids que représente les missions Apollo en orbite suffisamment élevée pour aller sur la Lune. Il y a de nombreux sites techniques américains qui prouvent cela. Et donc en prenons l'hypothèse que le lanceur ne peut pas les emmener, on peut se demander où il les emmène. Puisque la fusée Saturne, on la voit décoller. Ça, c'est un fait indéniable. La théorie largement admise est que la fusée, une fois hors de portée des caméras, s'incline et part se cracher quelque part dans l'océan Atlantique. Il n'y a aucun astronaute à bord, rassurez-vous. Le jour J, quand ils doivent revenir, on les largue avec une autre capsule, identique au module de commande, mais sans toute sa technologie, à partir d'un avion, cette fois-ci toujours au-dessus du Pacifique. Du reste, n'avez-vous jamais remarqué une chose étonnante, alors que les navires de récupération sont toujours positionnés à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres de l'endroit où la capsule va atterrir, on n'a jamais eu droit à un gros plan caméra du moment où cette capsule rentre dans l'atmosphère. Cela m'a toujours intrigué. Voilà les hypothèses en fonction de la vitesse et l'altitude acquises par le lanceur Saturne V. Donc on voit les zones probables de chute si ce lanceur n'a pas la puissance nécessaire. Sauf que, il y a eu vraiment un hic avec le lancement d'Apollo 13. Car en fouillant les archives russes et hongroises, on s'aperçoit, grâce à mes nouveaux amis Google Chrome Translate, je peux avoir maintenant des pages entières de langues que je ne connais pas qui s'affichent en français. Donc on lit dans ces archives russes et hongroises qu'ils ont repêché en 1970 un module de commande. Sauf qu'il n'y a eu en 1970 qu'un vol des missions Apollo. C'était justement Apollo 13. Analysons cela de près. Je vous mets, comme d'habitude, dans le descriptif, les liens de mes sources. En septembre 70, un brise-glace de la marine de guerre américaine, appelé Southwind, entra dans le port de Mourmansk. C'est tout au nord de l'Union soviétique. Et le lendemain, on peut lire, dans la presse locale, l'article suivant. Le 6 septembre 1970, dans le port soviétique de Mourmansk, le module de commande Apollo capturé par un chalutier de pêche soviétique dans le golfe de Gascogne a été remis solennellement à l'équipage étonné du brise-glace américain Southwind. Au même moment, des journalistes hongrois, équipés d'appareils photo bien sûr, se trouvaient dans le port secret de Mourmansk. Cette visite, qui était la première visite d'un navire de guerre américain dans un port soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale, était assez inattendue pour l'équipage. En juin, quand ils ont quitté leur domicile, il n'était pas question d'entrer dans les eaux territoriales soviétiques. Seul le capitaine était au courant. 3 officiers de la marine américaine ont pris la capsule Apollo sur la jetée déserte. Du côté soviétique, la capsule a été transmise par 4 personnes vêtues de manteaux identiques. On se doute de quelle officine ils appartenaient. Alors, Monsieur Wade, rédacteur en chef de l'encyclopédie Internet américaine Astronautics, affirme que le brise-glace est arrivé pour une visite de courtoisie. Voyons. Gobez cela, braves gens. Comme à leur habitude, ce n'est pas un mensonge éhonté qui effraie les débunkers professionnels. On a hélas la preuve de ce mensonge éhonté,
car figurez-vous que ce brise-glace a un canon installé à l'avant, mais qu'il a été démonté quand il est parti, en juin, pour laisser de la place à un objet de gros volume, comme le prouvent les photos suivantes. À droite, le brise-glace entrant dans le port de Mormant. À gauche, à l'état habituel. Le démontage de ce canon a eu lieu quand il a quitté son port en juin, donc il savait déjà. Monsieur Wade, le rédacteur en chef, nous raconte que le brise-glace a récupéré la capsule BP-1227, perdue un an plus tôt. Encore une perte de la NASA. Truc de dingue, tout ce qu'ils perdent. Je ne vais pas refaire ici le catalogue de tout ce qu'ils ont perdu, des photos originales, des bandes son, des missions Apollo, en passant par les plans du LEM, etc. Alors c'est quoi cette capsule BP-1227 ? C'est une capsule simulateur de masse pour les lanceurs, mais aussi de test pour l'impact avec l'eau, d'essais de flottaison pour tester les parachutes. Voici en photo la BP-1227, donc exposée devant un musée avec sa plaque. Donc, on veut nous faire croire qu'en plein programme Apollo, alors que 2 missions se sont déjà posées sur la Lune, les Américains non seulement continuaient à tester leurs capsules, mais qu'en plus, ils les perdaient. Mais prenons l'hypothèse, rentrons dans leur jeu, que cela soit une vulgaire capsule de test sans valeur, ayant été perdue, on ne sait quand, on le verra plus tard. Alors, pourquoi un employé de l'ambassade des États-Unis, dénommé Harben, est arrivé en urgence à Mourmansk? Pourquoi, bizarrement, dans la foulée de ce transfert, Thomas Paine, alors directeur de la NASA, a-t-il démissionné? Pourquoi l'Union soviétique a-t-elle invité la presse hongroise, alors fidèle allié, pour venir photographier la cérémonie? Et surtout, pourquoi cette affaire a été classée top secret? En effet, les documents sur cet échange ne seront déclassifiés qu'en 2021. Vous allez me dire, c'est bientôt. Si une décision n'est pas prise pour prolonger le secret. Diantre! Tout cela pour une capsule de sauvetage. L'affaire mérite d'être étudiée de plus près. Côté russe, cette affaire n'est pas sortie du port de Mourmansk. Côté américain, voilà 4 minuscules encarts dans 4 journaux différents. The New York Times, page 16. Le Tipton Daily Tribune, page 10. The Albuquerque Journal, page 5. Et The Water Daily Courier, mais qui lui est daté du dimanche 2 mai 71, bien après les 3 autres qui avaient fait des articles début septembre 70. Donc notez les ridicules encarts. On est au courant uniquement parce que les Hongrois ont parlé. Alors ensuite, les Américains ont raconté qu'ils ont perdu cette capsule en 1968 déjà. Sauf que dans la journée, cet objet sur la mer est énorme et scintille au soleil. La nuit, un gyrophare se met en route. On apprend aussi que les services secrets américains ont déployé des efforts herculéens pour empêcher les soviétiques de s'en emparer, avec énormément de moyens techniques. Tout cela pour une malheureuse capsule. On continue dans les explications les plus ridicules. Au début, selon un communiqué d'un porte-parole de la NASA, cette capsule est tombée d'un navire américain en 68. Et la NASA n'a pas réussi à la retrouver, décidément. Malgré les appels de capitaines de plusieurs navires qui auraient vu cette capsule. Mais ce n'est que le début. En 69, selon Wade, la capsule est à nouveau perdue. Pour la 2e fois. Excusez-moi, mais la capsule avait déjà été perdue en 68, ok. Et pour la perdre une seconde fois en 69, il faut d'abord la retrouver. Mais il n'y a pas eu de découverte. Car le porte-parole de la NASA en 70 déclare « Nous n'avons pas pu la retrouver ». Ensuite, la capsule, déjà perdue donc 2 fois, 68 et 69 selon Wade, aurait, début 1970, navigué sur un navire en provenance d'Angleterre. Et, écrit Wade, la capsule a de nouveau disparu dans la mer. Sa 3e perte. Là, ça prouve que les débunkers de la NASA, mais ils ont aucune honte à raconter n'importe quoi. N'importe quoi, c'est juste
terrifiant quand on analyse. 68, 69, 70. Y a-t-il eu beaucoup de pertes par capsule? 3 fois perdues, mais trouvées qu'une seule fois par des soviétiques, après tout. On ne parle que de la capsule qui se trouvait sur le quai de Mourmansk. Et un seul cas de ce type est connu. Mais que se cache derrière ces mensonges en rafale? Vous avez remarqué à quel point les Américains parlent vaguement du temps où ils ont perdu les capsules. L'année 68, l'année 69. Pas un mois, pas même une journée, une heure, une date. Seul Wade, parlant de la 3e perte, est venu indiquer une partie de l'année au début 70. Pendant ce temps, tous les marins enregistrent l'heure des événements, non pas en fonction du début, du milieu ou de la fin des années, mais en fonction des dates, jours, heures, minutes de l'événement. Et la grande NASA, non. D'où la conclusion suggérant que la date exacte de la perte de la capsule qui est apparue plus tard à Mourmansk est le secret principal de l'histoire. Il a été jugé extrêmement indésirable que les Américains signalent la date exacte de la perte de la capsule de Mourmansk. Pourquoi donc? Peut-être parce que cette date pour la perte de la capsule coïncide-t-elle étroitement avec la date d'un autre événement très important de l'histoire spatiale des missions Apollo. Par exemple avec le lancement d'Apollo 13, qui a débuté le 11 avril 1970. En effet, si les marins soviétiques ont découvert la capsule au moins une heure, ne serait-ce qu'une heure, avant le début du lancement de la mission Apollo 13, cette découverte ne peut pas être reliée à Apollo 13. Même chose si la découverte s'est produite bien plus tard que ce lancement. Et encore une fois, il n'y a aucune raison de garder les dates secrètes. Par contre, si la capsule est trouvée peu de temps après le début, les Américains peuvent, comme ils le font là, essayer de donner des explications, mais les doutes subsistent. En effet, le 11 avril 70, Apollo 13 semblait se diriger vers la Lune avec l'équipage à son bord. Après environ une semaine, l'équipage devait s'immerger dans l'océan Pacifique. Et un tel effet sera affiché, comme d'habitude, en fanfare sur toutes les chaînes de télévision du monde. Mais alors, pourquoi quelques heures après le décollage d'Apollo 13, les navires soviétiques ont trouvé, de l'autre côté de la Terre, dans l'Atlantique, une capsule spatiale sans fenêtre et porte? Pour les Hongrois, il ne fait aucun doute que cette capsule n'a pas émergé du fond des mers, elle n'a pas été larguée du pont d'un navire, elle est tombée d'en haut du ciel, le soir du 11 avril 70, quand Apollo 13 a été lancé. Diantre! Figurez-vous que, quelques jours avant le lancement d'Apollo 13, les exercices les plus puissants de la marine soviétique ont commencé et que des dizaines de navires de guerre soviétiques sont entrés dans l'Atlantique. On peut lire dans la presse que le 14 avril, donc ils sont bien partis bien avant du RSS, 60% des sous-marins stratégiques et jusqu'à 40% des forces restantes en état de préparation permanente, ainsi que la formation de groupes de frappe de la flotte ont été constitués secrètement dans l'océan Atlantique, dans la mer de Norvège et dans la mer de Barents. 40 sous-marins ont été déployés, dont 10 navires nucléaires, 21 navires de surface, 8 navires auxiliaires, ainsi que l'ensemble de la force aéronautique. 10 régiments d'aviation. Pourquoi donc des exercices? À 15h, le 15 avril, la flotte du Nord a commencé à déployer un deuxième niveau de sous-marins stratégiques. Au total, 87 sous-marins et navires de surface, 12 sous-marins flottants et navires auxiliaires ont été impliqués. Fin de citation. Pourquoi les Russes ont déployé autant de moyens dans l'Atlantique Nord? Pour tout le personnel de la marine soviétique, il s'agissait d'exercices ordinaires, d'une ampleur certes inhabituelle. Et très peu d'entre eux savaient que l'opération spéciale la plus importante serait mise en œuvre, la capture dans l'Atlantique de la capsule lunaire Apollo 13. Il est totalement évident que les Russes, surveillant de très près les précédentes missions Apollo, ont très vite analysé que celle-ci était fictive.
ils ont eu tôt fait de calculer la vitesse réelle du lanceur Saturne V pour s'apercevoir que ces derniers ne pouvaient atteindre que l'orbite basse terrestre, totalement insuffisante pour atteindre l'orbite lunaire. Je vous remets les schémas des différentes hypothèses. Ils savaient, les Russes, que depuis la Floride, les engins spatiaux lancés vers l'est au-dessus de l'Atlantique, et que cet océan était réservé aux engins spatiaux revenant de vols paraboliques ou orbitaux, comme prévu par les programmes Mercury et Gemini. En ce qui concerne Apollo, les retours lunaires étaient toujours programmés dans l'océan Pacifique. Les navires de reconnaissance soviétiques ont surveillé les lancements des missions Apollo 9, Apollo 10, Apollo 11 en mars, mai et juillet 69. 2, 4 et finalement 7 navires de reconnaissance radio ont été envoyés dans les eaux neutres à proximité du site du lancement. Le repérage a apparemment permis d'établir la zone de chute des capsules mannequins, on va les appeler comme ça, Apollo. Sinon, ils n'auraient pas trouvé la capsule de Mourmansk. L'océan Atlantique est trop grand, mais il est important de réaliser qu'avant la capture de cette capsule, l'URSS, outre ses soupçons, n'avait évidemment aucune preuve matérielle du canulaire lunaire. Mais pour obtenir justement des preuves matérielles, une opération spéciale était requise. Du reste, je vous mets dans les liens une émission passée sur France Inter en 2014 qui nous apprend que le sous-marin soviétique K8 avait reçu des hommes et du matériel supplémentaire. C'était du matériel d'écoute et des spécialistes radio à l'écoute de la flotte américaine. Les Russes, à la surprise générale, ont anticipé les Américains dans la récupération de cette capsule. Ils savaient, mais n'avaient aucune preuve, comme les Américains savaient pour Gagarine. Il leur fallait donc une preuve. Quelle preuve plus gigantesque que de récupérer le module de commande avant la fin de la mission en cours. Pour cela, il leur fallait de la chance, car l'océan est vaste. Il leur fallait néanmoins des moyens technologiques, de la surveillance radio. Et évidemment, les Américains veillaient, bien sûr, en ayant de plus l'avantage, eux, d'avoir des données. Sans doute les Russes ont essayé sans succès avec les missions précédentes. Mais pour celle-ci, ils y ont mis les moyens. Et c'est un secret énorme qui va tomber. Alors évidemment, ils ont continué à déployer des forces, car c'est une chose de récupérer une capsule de commande qui appartient aux États-Unis, c'est une autre de la charger et de la convoyer jusqu'à Mourmansk. Admettons qu'un navire de pêche ou un bateau militaire la récupère, encerclé par 3 navires américains, et c'en est fini. C'est à nous, il faut nous le redonner, et plus de preuves. C'est selon tous ceux qui ont étudié le sujet, le sous-marin soviétique K8 qui a trouvé et remorqué cette capsule. Hélas, quelque chose s'est mal passé, et le sous-marin a coulé, au large de la Bretagne, mais dans le plus grand secret aussi. Et ce n'est que récemment que l'on sait cela. Ce sous-marin a coulé le 12 avril. Sachez néanmoins, pour ceux qui habitent dans la région, qu'un sous-marin à propulsion nucléaire comportant 2 réacteurs et 4 torpilles nucléaires gît à 4500 mètres de profondeur, à 1450 km de Brest. Bien, revenons à nos capsules. Je vous montre une capsule d'entraînement habituelle. Cela ressemble à cela. Cette capsule ne soulève aucune question. Il y a une porte d'écoutille, ce qui signifie que les personnes peuvent librement et rapidement entrer et sortir de la capsule. 2 fenêtres sont visibles. Le fait qu'elle ne soit pas équipée d'un système de descente en parachute, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de bus pour le largage des parachutes, ne dérange pas. C'est juste que cette capsule servait aux entraînements d'évacuation, par exemple. Nous pouvons maintenant examiner avec attention la capsule de Mourmansk. Il existe une photographie plus appropriée à cet effet. Cette capsule n'a pas de fenêtre, n'a pas de hublot, n'a pas de porte, n'a pas de sas, c'est verrouillé. Et on va la comparer avec la capsule repêchée par la NASA d'Apollo 13. On revient à la capsule de Mourmansk.
regardons maintenant la surface de la capsule. Faisons attention aux vastes zones de gris foncé sur sa surface. Quelques traînées grises individuelles sur une surface plus claire. En bas, noirci au carbone, c'est le signe d'un largage de la stratosphère. Le SAS est mystérieusement plus blanc que le reste. La lettre S de la NASA, 1 cm plus basse. Et le SAS est fermé par des écrous. À quoi servirait une telle capsule d'entraînement si on ne peut pas entrer et sortir? Aucune trace de rouille, aucune trace de corrosion, mais ce qui exclut un long séjour en mer. C'est très corrosif, surtout pour un matériau qui n'est pas marinisé, c'est-à-dire adapté au milieu marin. La capsule de Murmansk n'avait pas de protection thermique, par conséquent, elle ne pouvait pas voler en haute, s'il y avait des astronautes dedans bien sûr, en haute atmosphère. La capsule n'a pas pu être larguée en parachute depuis un avion de transport parce qu'en cas de chute d'un avion, la capsule vole à une courte distance de l'avion, après quoi le système de parachute entre en vigueur et il n'y aurait pas pu y avoir ces traces noircies en bas d'échauffement important. Alors, à quelle hauteur la capsule de Murmansk a-t-elle volé? Nous supposons que la capsule est tombée de la hauteur qui se situe entre le plafond du vol des avions de transport, environ 10 km, et l'orbite terrestre basse, environ 200 km. C'est-à-dire que la capsule est tombée des couches assez hautes de la stratosphère. Ce n'est peut-être donc une cellule d'entraînement, et elle ne peut pas venir d'une mission Apollo si celle-ci avait été vraiment en orbite. Donc les soviétiques ont sorti une capsule spatiale américaine de l'océan Atlantique, une composante du programme de vol lunaire Apollo tombée de l'espace. Tombée de l'espace proche. La capsule a l'aspect, vous voyez, d'un cône tronqué. Une telle capsule envahit les couches denses de l'atmosphère à l'envers et légèrement inclinée par rapport à son axe longitudinal. Par conséquent, le fond de la capsule est brûlé plus fortement que les parois latérales. Et ceci est clairement visible sur la photo à droite, figure 6. Le bas, son bord est visible, est devenu noir. Alors quel type de capsule se trouve devant nous? Elle ne s'entraînait pas, n'était pas en orbite et s'envolait de la stratosphère. Nous avons donc affaire à un mannequin du vaisseau spatial Apollo et son numéro est 13. Car l'affaire se déroule en 70 et cette année la NASA n'a lancé que Apollo 13. Alors les Russes ont peut-être un petit peu falsifié les données pour pas montrer, vu qu'il y avait la presse hongroise, que c'était vraiment une capsule de la NASA. C'est peut-être pour ça que, en remettant NASA, ils ont fait quelques petites erreurs. C'était une grosse monnaie d'échange parce qu'ils savent que les Américains savaient qu'ils l'ont analysé de A à Z et qu'ils ne pouvaient pas continuer leur mensonge. Avec la capture du mannequin de la capsule d'Apollo 13, l'URSS a eu l'occasion d'accroître la pression sur les Américains. Plus vous en savez, plus vous pouvez demander en échange du silence. Et les dirigeants soviétiques ont décidé d'utiliser cet atout majeur et ils ont demandé beaucoup. Car pour négocier avec les Américains sur les questions les plus importantes de la politique mondiale, il faut avoir des armes de négociation. L'URSS ferme les yeux sur la supercherie américaine avec la Lune, et en retour, les États-Unis commencent à coopérer avec l'URSS sur les plans politiques, économiques, spatiaux. Et il est significatif que la capsule, qui a été rendue en septembre 70, et comme par hasard, un mois plus tard, en octobre, de nouvelles négociations sur la coopération dans l'espace ont été engagées. Et depuis 1971, les accords américano-soviétiques de ce type auxquels on n'avait même pas pensé auparavant allaient de pair. Sans oublier les aspects purement économiques, c'est à la même époque que l'embargo sur le blé a été levé, que les Américains ont vendu du blé aux Soviétiques, bien en deçà du cours mondial. Et il y avait aussi, c'est dans les années 70 que la NASA a décidé de
d'arrêter son programme Apollo, c'est-à-dire de ne plus lancer Apollo 20. A été annulé aussi Apollo 18 et 19 sans aucune motivation logique, mis à part le budget, mais tout avait déjà été fabriqué, quoi. Donc en fait il n'y avait que le lancement qui était économique, puisque les lanceurs Saturne V ont été aussi arrêtés et on s'est mis à acheter des lanceurs russes. Il y avait aussi autre chose encore. Le 24 septembre 70, un autre événement important s'est produit. Les soviétiques ont débarqué leur sonde Luna 16 sur la Lune, et le 17 novembre 70, leur véritable petit laboratoire Arrow, Lunokhod 1, ensuite il y aura Lunokhod 2, qui pouvait faire du long chemin sur la Lune, car recharger avec, je vous l'avais expliqué dans une autre émission, des piles radioactives et aussi des panneaux solaires. Ils auraient pu aller inspecter les sites d'atterrissage d'Apollo. Les Américains ont alors compris, ils ont été intelligents, qu'il était temps de fermer la séance et de couper les projecteurs. C'est le cas de le dire. Du reste, souvent, quand il y a de la tension aujourd'hui entre la Russie et les Américains, Poutine fait une petite menace. On va aller vérifier si les Américains ont bien été sur la Lune. Du style, hey, coucou les gars, je vous rappelle qu'on a un accord, soit vous respectez ces accords, soit je dévoile tout. De toute façon, il n'y a plus très longtemps à attendre, vu que cette affaire, je vous le rappelle, classée secret défense, et que donc il n'y a plus que 2 ans à attendre, même pas 1 an et demi, ou 2 ans, on va dire 2 ans, allez, 2 ans, 2021, pour que les documents soient déclassifiés. Alors, 2 choses l'une, soit le top secret est prolongé. Alors là, ça veut vraiment dire qu'il y a un énorme loup dans la bergerie. Soit les documents secrets sont déclassifiés, évidemment, ça sera noirci. Mais là, on s'aperçoit bien, quand c'est noirci, que le loup est encore plus important, quoi, dans la bergerie, il est encore plus gros. Et de temps en temps, il y a des petites bricoles qui passent. Donc on verra, de toute façon, je vous tiens au courant. Donc voilà, c'était une partie de l'émission d'Apollo 13. C'était très compliqué de faire cette émission parce que c'est pas simple quand même de traduire. Autant le russe ça va, mais le hongrois, les traducteurs de Google sont pas phénoménaux, faut bien le dire. Donc s'il y a un hongrois parmi vous, parmi mes abonnés, un hongrois, ou quelqu'un qui connaît un hongrois qui est sympa, ça serait bien, faites-moi un coucou, j'aimerais bien discuter avec lui parce qu'il y a une multitude de documents en langue hongroise. C'est une langue très peu parlée, il y a même un livre qui a été écrit, qui hélas n'a pas été traduit, un petit livre, et donc si quelqu'un veut bien me faire un coucou, s'il parle hongrois, ou s'il a une connaissance à me présenter qui parle hongrois, ça serait super. Voilà, cette émission est terminée, et je vous dis à bientôt pour une autre émission. N'oubliez pas de m'envoyer des petits films, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, même plus si c'est intéressant, des témoignages, d'un témoignage d'OVNI que vous avez vu, d'une rencontre inexpliquée que vous avez faite, mais par vidéo. J'ai vraiment envie de faire cette émission avec une trentaine, quarantaine, cinquantaine de témoignages, ça dépend de la longueur de chacun. On va pas faire une émission de 5 heures non plus, ça serait vraiment sympa. Allez, pensez à moi. Je vous fais des bisous, à bientôt.